bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est dans cette émission qui s'appelle Zigzag, l'émission culturelle de Canal Austral Télévision. Et cette semaine, on va parler d'identité, on va parler des choses qui peut-être ont fait fâcher quelques générations, mais on est dans une autre génération. Et pour nous en parler, on a avec nous quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il est là souvent avec nous, il est là tout le temps, il est là toujours avec nous. Depuis des années, il est là avec nous. Et c'est lui-même le maître de cérémonie ce soir, parce que c'est lui qui est au sujet, qui a créé ce sujet-là. Il s'appelle François Auré. Ouais, un vrai Yabdéo. Il est là avec nous. Comment il est, François? Il est bien correct, super. Nous les en bonne compagnie en plus, pour parler de choses que nous aimons. Oui. Dans notre télé. Voilà. Que ça nous veut de plus. Bon, on aime bien quand il dit Yabdéo. Oui, tout à fait. Voilà. Il peut permettre à moi parce que nous les camarades. C'est ça même mon vrai fond. C'est là que c'est beau pas de dire. Ouais, là, le côté là-bas. Ça, c'est le public. Ouais. Maintenant, en plus, comme nous avons un public, des fois, des questions à laquelles nous ne pouvons pas répondre, nous peut demander l'avis du public. Ouais, mais c'est Freedom, il demande l'avis de l'auditeur, mais là, nous, chez nous, pour l'instant, on a des gens avec nous pour lesquels on va demander l'avis. Voilà. Qui sont avec ça comme nous. Nous l'a dit, nous peut demander. N'a pas dit nous va demander. Faire croire est un métier. Celui qui croit, c'est un couillonnet. François, mais s'il y a là que les gens qui regardent, nous ne connaissent pas encore de quoi ça parlait là. Non, c'est un secret. C'est un secret. Le suspense, ça dure longtemps comme ça? Non. Alors, c'est de quoi nous mais je ne connais pas, moi, parce que c'est où là le sujet? Nous va demander ça à qui alors? Nous présente un petit coup parce que. Qui ça l'est là? Ouais, qui ça on a à côté de nous comme ça? Patricia Château. Patricia. Là, à ma droite, c'est Patricia. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir, Patricia. Merci d'être là. Dit bonjour, tout le monde y regarde à vous là. Bonsoir. Voilà, très content d'être là. Après, nous avons Monsieur Philippe Cadet. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Canal Austral, de toute la Réunion, de tout le Saint-Indien, de Madagascar, que nous saluons bien bas. D'accord. Merci de votre présence ce soir. Et puis, nous en avons donc Madeleine Beg, que la rejoint à nous ce soir, et qui en a son mot à dire. Bonsoir, merci d'accueillir moi parmi les autres à soi. Et puis, moi, je suis pressée de savoir c'est quoi ce sujet. C'est quoi ce sujet dans lequel nous sommes discutés là? Depuis tard, nous traîne, hein? Nous traîne des pieds, nous traîne des mains, nous traîne même de l'esprit, et nous traîne des mots. Hein? Et en parlant des mots, nous va parler ce soir, si vous permettez François, parce que c'est un sujet que entre François et Philippe Cadet qui est là, c'est un sujet que vous avez bossé dessus pendant des mois. Hein? Et c'est un sujet qui traite de la terreur durant la période de l'esclavage à La Réunion, il y a 200 ans de cela. Hein? Alors, pour nous expliquer, là, donc Philippe est là, mais avant, je vais passer la parole à François un petit peu. François, c'est quoi cette période-là? À cette période-là, moi, je n'étais pas né, hein. Ouais, mais on rassure Azol. Voilà. Mais bon, peut-être Philippe est né, mais moi, pas. Non. Mais enfin, bon, il y en a des chercheurs et des historiens qui ont travaillé donc sur cette période-là et qui la ramènent à nous des informations de comment ils vivent, que ça demande ils fait, qui s'était habillé. Il nous parle bien d'un temps où il y a 200 ans de cela. 200 ans. Parce que d'un côté, il y avait l'esclavage, l'esclave, de l'autre côté, il y avait la bonne société, on va dire. Voilà, le blanc. Voilà, qui était, oui, blanc ici. Voilà. Hein. Mais pas tout blanc, t'es richement. Il faut mettre ça aussi dans la tête de monde. Et bon. Ceci dit, à cette époque-là, vers 1810 et quelques, bon, pas trop historien, mais enfin, bon, vaguement, les Anglais, ils prennent possession de l'île. Donc les Français les battus. Et les Anglais, les contre l'esclavage. Ils ne veulent pas d'esclaves. Vous autres, les autres questions d'avoir des esclaves. Tout le monde est plus ou moins égal, même s'il y a un peu les plus égales que d'autres. Mais les comme ça. Et donc, je décide de dire, comme je mettre la main sur le Bourbon de l'époque ici, Bourbon qui est une société esclavagiste. Je décide que il n'y aura plus d'esclaves, c'est-à-dire tout le monde est libre, les esclaves n'est plus esclaves. Il nous parle là en 1810. Voilà. Hein? 1810. Mais nous l'est en plein esclavage ici. Normalement, c'est l'esclavage, mais comme les Anglais prennent possession donc de l'île, Zotti dit l'esclavage, comme c'est eux les chefs,
l'esclavage n'existe pas. D'un point d'esclavage, il largue tout le monde. Sauf que le bon colon blanc de l'époque, il réussit à inviter bon à manger, enfin, il tourne un carré souris, patati patata, il ne pas grand. Sauf quels arrangements, le bon anglais, bon britannique, il finit par dire bon, ben, nous ne va pas faire l'abolition de l'esclavage. Là-dessus, il y a l'équipe qu'elle était déjà prête pour ne plus être esclave. Les autres, ils ne comprennent pas que ça y arrive. Alors, ils libèrent un d'eux, ils libèrent 2, 3 dans la bande. Mais l'ensemble n'est pas content et donc, les autres, ils décident de monter une rébellion, les autres, ça bataille. Les autres, ça bataille pour leur liberté. Et ça les rapporté dans la révolte de Élie, 1811 à Saint-Leu. Nous retrouvons cette histoire-là quand nous fait le bicentenaire de Saint-Leu, dans les documents du Marquis de Châteauvieux. Il écrivait tous les ans, votre domaine a fait tant de cannes, tant de café, tant de ci, comme ça. Et dedans, on a 3 pages qui parlent d'une révolte, d'un lieu de Saint-Leu. Donc voilà, c'est de ça. D'une terreur durant cette période-là. Jusqu'à présent, tout ce que vous la raconte à nous, il ne m'a pas vu trop de terreur, moi, là-dedans, là. Ben, la terreur, il vient du moment où ça, le bon esclaves, ils révoltent à Zot, ils réunissent à Zot, entre Zot dans la ravine du Trou, un endroit où c'est bien voir à Zot, c'est un endroit où on a de l'eau, ils sont obligés de chercher de l'eau. Et puis, Zot, ça va attaquer. Zot, ça rôde Zot liberté, quoi. Ça bataille pour gagner Zot liberté. Et évidemment, dans la bande, on a toujours un Figaro. D'ailleurs, il vient de là le nom Figaro, parce que le bouquet appelle Figaro. Les savants son bon frère. Il s'est dit, bon maître, hey, bon, il sa bataille, là, il arrive, hein. Donc, il fait le macro, le Figaro. Figaro, donc, il réussit à faire attraper un peu. Ben, ils ont les pressés pour bataille. Ils ont fini par faire baiser les autres, en fait, par le bon colon. Quand il trappe, bon, il dure un certain temps, mais il trappe Azot, et il amène Azot Saint-Denis. Ils mettent la prison, ils enferment Azot. Après ça, il amène Azot tribunal, normalement, pour être jugé. Sauf qu'il amène le tribunal, c'est l'église. Il fait ça dans la cathédrale Saint-Denis. Et à partir de là, la terreur, ils mettent en place. Il coupe la tête Bonna sur 5 points autour de l'île. Et quand on regarde bien, selon un camarade à moi, il fait la forme de l'étoile du diable. Donc voilà, il installe la terreur et il oblige le bon esclaves à assister aux exécutions. Pour bien mettre la terreur en place, pour que les bouge. Cette terreur-là, coloniale, nous l'avons trouvée avec Philippe Cadet, que nous avons un parallèle aujourd'hui. Il continue. C'est la terreur néocoloniale maintenant. Mais il continue. Bon. Nous va à cause de ça doucement, même ça pas prendre la parole pour moi tout seul tout le temps. D'accord. Alors le sujet de notre conversation, c'est pour ça que nous sommes là, nous tous, c'est pour parler, pour utiliser comme un petit peu comme sujet ce qui s'est passé en 1810 avec cette terreur-là, et de dire que dans cette période-là, l'Église était in solidum, c'est-à-dire solidairement liée au pouvoir, non par pouvoir politique ou au pouvoir de l'État, mais au pouvoir colonial. C'est-à-dire que les gens qui étaient ici étaient solidairement liés à l'Église. D'ailleurs, dans un petit instant, on va voir un film dans lequel il relate tout ça. C'est-à-dire dans cette période-là, l'Église jugeait aussi les esclaves, faisait décapiter les esclaves. Hein. Comment peut-on expliquer ça au jour d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire en 2000, après l'an 2000, que l'Église peut cautionner, on va dire, hein, ces actes de violence comme ça? Alors, l'Église catholique, ici à La Réunion, l'a toujours accompagné le pouvoir économique, on va dire. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que La Réunion a été créée quand même pour le profit. C'est-à-dire, elle a pris de monde en Inde, en Afrique, Madagascar, tout ça, là, l'emmène ici, pas pour faire boum, hein, pour faire travailler à sorte, pour le bien-être des salons parisiens, pour boire un café, pour qu'on ait de sucre à Paris. C'est pour ça qu'ici, La Réunion, ils mettent un tas de monde ensemble. Sauf que notre intelligence humaine, il permet à nous un vivre qu'aujourd'hui, certains appellent vivre ensemble. Moi, j'appelle ça plutôt un savoir-vivre à côté, intelligent, chacun sur son îlette.
mais nous les capables de descendre de temps en temps pour faire des choses ensemble, comme là. Mais après, nous va rentrer chacun sur notre îlette, nous retourne. D'accord. Alors, si je comprends bien là, cette histoire-là, ou dit dans un petit film que nous verrons dans un instant, qu'elle a été écrite, elle a été vérifiée, et il y a des gens qui ont travaillé sur cette période-là, sur cette histoire-là. Pour ne pas le citer, c'est Sudalfuma, hein, qui malheureusement nous a quittés entre-temps en plein travaux, on va dire. Hein. Et c'est pour ça qu'on a des gens avec nous qui ont côtoyé Sudalfuma avec Patricia Château. Hein. Patricia, toi, tu as connu Sudalfuma comment? Alors, d'abord, une petite très vite. Enfin, je voudrais quand même dire que elle n'a pas particulièrement connu Sudalfuma. Elle a vu Sudalfuma, enfin connu Sudalfuma à l'époque, c'est étrange quand même, quand il n'était pas historien, quand il était, parce qu'il a toujours été un sportif, hein, quand il était au cross. Hein. Donc moi, il sortait du bac, il n'avait pas envie de faire des études, mais il voulait travailler, donc à l'époque c'était pas les CAU, je ne sais pas comment, c'était les volontaires, donc il a travaillé là-bas et m'y voyait Sudalfuma, effectivement, etc. Bon, maintenant, il pourrait dire que pour moi, il connaît Sudalfuma de deux façons. D'abord, Sudalfuma, c'était le cousin d'une amie décédée aussi tout récemment, donc comment dire, une littéraire, une auteure de livres. Hein, elle a beaucoup travaillé sur Grand-Mère Cal, Madame Rosemée Nicole, qui a disparu, hein, qui est partie l'année dernière en août, et qui était la cousine de Sudalfuma. D'ailleurs, avec elle, je suis partie sur les lieux comment dire, familiaux de Sudalfuma, hein, du côté de Patrimoine Saint-Pierre, là. Voilà. Et maintenant, donc, elle m'a un petit peu parlé du personnage, qu'elle aimait beaucoup d'abord. C'est un cousin qu'elle appréciait. Elle appréciait ses travaux. Pour elle, c'était un érudit, c'était quelqu'un de très de loyal. Hein. Elle avait vraiment une confiance en ce qu'il faisait, en ce qu'il disait, et aussi en la personne. Maintenant, en dehors de ce 6 mois, maintenant, comment elle a connu Sudalfuma, comment j'ai connu, je tombais par hasard, en fait, une fois, donc, pendant mes études, comme moi j'étais à Aix, m'y branche ma télévision et m'y tombe tout à fait par hasard sur une petite émission où on voit Fuma avec, je ne me rappelle plus quel ami à lui, en train de pêcher. En train de pêcher. En fin de compte, depuis là, moi, tu connais que Sudalfuma l'était aussi, en dehors de l'historien, quelqu'un qui aimait pêcher. Hein, il est parti comme ça, comme Kraft. D'accord. Alors, si nous remettons dans le contexte l'histoire de Sudalfuma avec tout ce que nous a expliqué tout à l'heure François, c'est que toute cette histoire-là a été écrite par Sudalfuma, ou en tout cas a commencé à être écrite, et d'après quelques personnes ici, que Philippe peut-être va raconter à nous dans un petit instant, tout ça a été boycotté puis arrêté. Qui peut expliquer à nous ça, François ou bien Philippe? Alors, moi, lié à cette histoire, il y a plus d'une vingtaine d'années, quand Prosper a sorti son livre « L'île à peur ». Il y avait 2 pages dessus, et là, intrigue moi vraiment cette histoire-là. Et en fait, m'a mis énormément de temps pour comprendre pourquoi, en fait, les esclaves qui ont été condamnés à mort, une trentaine, il y en a 15, la moitié, elle a été exécutée dans les 5 coins de l'île, avec l'obligation pour les esclaves à l'époque de participer, de venir voir cette exécution. En fait, ils voulaient faire passer la terreur même de l'ordre colonial dans la tête des esclaves, dans la tête des Réunionnais. Et aujourd'hui, m'y ressent ça encore. Hein, m'y ressent ça encore. Et m'y pense que les papes pour rien, que le pape Jean-Paul II en 89, la nuit ici, il a dit sorte dans le fait noir, c'est ça, viens dans la lumière, c'est-à-dire, pour moi il veut dire sorte dans la peur. Sorte dans la peur, viens vivre. Viens vivre votre vie qu'on mérite en tant que réunionnais, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, bien sûr, parce que c'est le chef des chrétiens. D'accord? Mais c'est quelque chose, pour moi, il était très important et quelque part, il pense que l'Église l'a voulu aussi, peut-être plus ou moins consciemment, réparer ça aussi. Réparer ça aussi. Parce que quand même, aller juger des esclaves qui s'étaient battus naturellement pour notre liberté, comme tout être humain, dans la cathédrale de Saint-Denis,
dans la maison de Dieu chez les chrétiens. C'est quand même quelque chose de violent, moi, je trouve. Je trouve de quoi? Parce que, quand le tribunal il prononce la sentence de mort sur 30 esclaves, mais ça, bon Dieu, il veut ça. Comme si bon Dieu voulait qu'il coupe la tête de 30. Comme si bon Dieu avait bon dos. Ouais, exactement. Il prend en prétexte. Et ça, n'est pas bon. Et à ce moment-là, une affaire, il se passe dans la cathédrale. La foudre, il tombe et il tue 2 personnes. C'est la femme et la nièce d'un des juges, je crois, que les dans l'église. C'est pas d'histoire, ça, les véridiques. Ça, les véridiques, ça, les dans l'histoire, ça, D'ailleurs, tout ça nous connaît grâce aux travaux, justement, de Sudel Fuma. Ouais. Sudel Fuma, en partant de ce que nous avions trouvé à Saint-Leu dans les documents du marquis de Châteauvieux, qu'on avait un regard de colon sur cette histoire-là. Donc, c'était un bon sauvage que Nietzsche de Moon, si vous voulez. Là-dessus, le regard que Sudel Fuma aujourd'hui permet à nous d'avoir, c'est non, c'est pas un bon sauvage. C'est des gens qui voulaient bataille pour notre liberté. Et c'est des monde comme nous, comme tout le monde. Ouais. Et il est parti chercher ça à Londres, je ne sais pas où, parce que à cette époque-là, il est parti en Angleterre pour trouver ces documents-là. Qu'ici, il n'avait point. Donc c'est en ça que le regard de Sudel sur notre histoire, il fait changer à nous de point de vue, quoi. Ouais. Ce que je propose, c'est que nous regardons un petit coup ce film qui va durer entre 5 minutes et demie à peu près, je crois. Un film qui a été réalisé par François à la demande de Philippe Cadet. Et c'est une histoire l'histoire de ce film-là démarre en 1810 avec ces esclaves-là qui sont libérés. Et donc ils se retrouvent à un moment donné libres. Et après, ils se font rattraper, ils se font juger à l'intérieur d'une église. Et décapités aux 4 coins de l'île et toute l'histoire de l'art de ça fait qu'aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup, si ce n'est que ce petit film que François a réalisé qui est maintenant sur la toile, qui est aussi disponible un petit peu partout, qu'on va vous le diffuser tout de suite si François est d'accord. Philippe est d'accord, parce que c'est les deux patrons de cette histoire-là. On met ça tout de suite? Absolument. Après on vient après. Allez, c'est parti. La terreur, condiment de la cuisine coloniale. La disparition brutale et tragique de Sudel Fuma, le 12 juillet 2014, laissa un grand vide au sein de l'espoir du peuple réunionnais. L'importance de cette disparition viendra surtout du côté de l'Université de La Réunion, où Sudel était historien-chercheur. Les étudiants ayant travaillé autour de Sudel Fuma avaient bien compris l'importance des nouvelles pistes de recherche sur l'histoire de La Réunion. Ils vécurent très mal l'abandon des espoirs de ces nouvelles pistes par la volonté d'une petite équipe de profiteurs voulant continuer à faire venir leurs amis pour squatter les postes clés à La Réunion. Tout de suite, des intellectuels et des militants réunionnais lancent des alertes en communiquant au maximum. Pas question de laisser tomber les recherches si prometteuses engagées par Sudel Fuma, et c'est un mouvement de défense de l'histoire du peuple réunionnais qui se fait entendre. Pour bon nombre de Réunionnais, la situation vécue est celle du combat pour la défense d'une culture unique, issue d'un mélange de cultures millénaires venues de tous les continents, contre de petits arrangements ordinaires d'un clan de profiteurs de la surrémunération. Ce clan manie la terreur pour tenter de rester à flot. C'est ainsi qu'en janvier 2019, quelques-uns de ces lanceurs d'alerte réunionnais sont mis en examen au tribunal de Saint-Denis, suite à la plainte pour injure à caractère racial de la part de celle qui aura été même jusqu'à tricher pour tenter d'avoir ce poste. Le tribunal administratif ayant déjà annulé la nomination de cette même personne. Forte et sûre de son réseau, elle fera intervenir le défenseur des droits Jacques Toubon pour que le tribunal statue sur cette affaire. Encore une fois, un groupe tente de terroriser la population réunionnaise en faisant des exemples. Cette histoire est là pour nous rappeler que ce n'est pas la première fois que l'on tente de contenir le peuple réunionnais sous la couverture de la terreur et de la peur. Rappelez-vous dans la nuit du 4 novembre 1811,
Une révolte éclate à Saint-Leu, toujours parce qu'une classe dominante ne veut pas respecter les libertés légitimes d'une autre partie de ce peuple. L'île Bourbon, colonie esclavagiste française, devient britannique en 1809. Les Anglais sont contre l'esclavage, mais les colons arrivent à persuader les Anglais de ne pas abolir l'esclavage dans ce pays. Malgré l'affranchissement de certains d'entre eux, les esclaves déçus réagissent et s'organisent. La ravine du Trou est un des rares lieux où les esclaves peuvent se rencontrer et communiquer. C'est un point d'eau obligé de l'Ouest. C'est de là que partira la révolte. Jean mène un groupe d'hommes. Ils sont dénoncés par Figaro. Le 5 novembre, Jean et 50 autres esclaves sont arrêtés. Ses 3 frères, Élie, Gilles et Prudent, reprennent la tête de l'insurrection. Des colons seront tués. Les propriétaires en embuscade avec la complicité des esclaves restés fidèles et en tirant à vue, tuent une vingtaine de mutins. D'autres seront pris et enfermés. Les autres seront pourchassés et emprisonnés. Un procès se déroula dans la cathédrale de Saint-Denis, comme étant le fait d'une sentence divine. Pourquoi l'Église? Alors, symbole, probablement. Reste pas dans le fait noir, viens dans la lumière. 30 condamnations à mort seront prononcées. Pour terroriser les esclaves, ils seront tenus d'assister aux différentes décapitations. 5 à Saint-Leu, 2 à Saint-Benoît, 4 à Saint-Paul et 2 à Saint-Pierre. 30 insurgés seront décapités aux 5 coins de l'île. Juste pour l'exemple, punir la recherche de liberté fondamentale, ici, le pouvoir utilise la répression et la terreur. C'est vraiment la peur qu'on met dans la peau, dans les yeux, dans le corps, dans les veines, dans les entrailles, les sueurs, tout dans la terre. La mise en examen de ceux qui se sont soulevés par l'écriture contre l'injustice coloniale flagrante concernant la nomination d'une personne pour arrêter les recherches sur notre histoire, l'Université de La Réunion est obligée de recommencer la procédure de recrutement 4 ans après sa disparition. Pendant ce temps, 5 lanceurs d'alerte se retrouvent mis en examen, juste pour les terroriser encore et toujours. Nous nous devons de les soutenir dans ces moments difficiles. La construction de nos libertés réunionnaises est à ce prix. Mon pays en danger, mon pays en danger, mon pays en danger, mon pays en danger, mon pays en danger. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est la posture et c'est le point d'ancrage, c'est-à-dire qu'on revisite l'histoire et on revisite notre réalité en fonction de là où nous on est en tant que chercheurs. Et là, on a une histoire qui émerge et qui émerge du point de vue situé de l'historien. Et ça, c'est pas rien là, c'est-à-dire qu'à La Réunion, on a un manque crucial d'intervenants, de gens du pays qui sont eux-mêmes impliqués dans nos réalités et qui peuvent faire émerger nos enjeux de notre point de vue de Réunionnais. Nous avons nécessairement besoin et urgemment besoin de PSN qui, comme Sudel Fuma, vont poser des questions avec nos problématiques et nos enjeux de notre place de Réunion. Ça fait toute la différence. Oui, moi, pareil, en fait, comme elle est tombée sur les travaux de Sudel Fuma, c'est qu'à l'époque, il fallait qu'on ait fait un détour par l'histoire de La Réunion. Je travaillais plutôt sur la société des Hauts, mais on avait besoin de comprendre la société de plantation. Et à l'époque, effectivement, on n'avait pas grand-chose sur la plantation du point de vue du vécu, du quotidien de l'esclave. Et on peut dire quand même que grâce à Fuma, on peut construire des monographies intéressantes. Hein, on voit un petit peu comment ça se dresse, comment il fait et tout. Mais quelque chose aussi qui est très important, je ne me rappelle plus dans quel livre lui a dit ça, c'est que pour lui, ce qui était important dans l'abolition de l'esclavage, c'est qu'enfin, des esclaves pouvaient devenir des familles. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, faut pas oublier que jusqu'à présent, la femme, l'homme, comme l'enfant, ce n'était que, pas seulement l'outil, mais c'est des meubles. La femme, bon, même dans son pouvoir de création, de procréation, et ben, ça,
ça n'entraînait pas forcément une histoire de famille, ni une histoire d'amour. Et l'enfant, c'est pareil. Hein. Donc pour lui, et ça, a vraiment touché à moi, il me dit, bah, tiens, c'est vrai, quoi. Touché dans le sens où il me dit, oui, là, nous dénoue quelque chose, à savoir que, à côté, comme François t'a dit, on avait le banc de moon, il te vive, il te dresse, il te tire les mailles, hein, il te tire comment dire ça, hein, tu fais marcher tout le, voilà, tout intérêt. Et de l'autre côté, on en avait des hommes et des femmes qui avaient leurs propres histoires, mais qui n'avaient pas le droit d'avoir ces histoires-là. Mais tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où tout est relaté par les médias ou bien par des réseaux sociaux. Donc chacun peut témoigner de sa vie, et de ce qu'il fait ou de ce qu'il va faire. Alors que dans cette période-là, on relatait plutôt les événements, les choses du colon et jamais de l'esclave. Et donc tout ce que Sudel Fuma a écrit sur ces esclaves-là, n'est-ce pas là une extrapolation de l'esclavage des Noirs, puisqu'il n'y a rien qui a été écrit, hein, donc, à part quelques dessins où on les voyait enchaînés, où on les voyait en train de travailler. Et c'est vrai qu'il existait une vie de famille, hein, des esclaves, avec... Non, justement. Il n'existe pas de vie de famille. Oui. Hein? C'est là, c'est ça, pour moi, est-ce que dans la communauté, les esclaves n'avaient pas un petit peu un lien social? Si, mais là, ils avaient le droit dans le sens, il était légitime, il était légal. Oui. Avant, il était interdit. Donc, on parle avant ou après, c'est-à-dire après 1810 ou bien 1848? Après 1848. Oui, après 1848. Voilà, mais là, on est dans ce contexte-là de 1810 où les esclaves qui ont été libérés, ne serait-ce que quelques instants, avec la venue de ces Britanniques. Hein? Et ben, dans cette période-là, il n'y avait rien d'écrit sur les esclaves. Et donc, tout ce qu'on pouvait deviner dans ces esclaves, ce n'est qu'une extrapolation. Hein? Non, puisqu'il y a des sources. Sudel est allé chercher les informations justement en Angleterre. Oui. Parce que les Anglais qui étaient ici, ils ont écrit sur la vie des esclaves. D'accord. Mais comment ça se fait qu'à un moment donné, ces écrits-là, c'est-à-dire tout ce que Sudel Fuma avait fait, a été boycotté? Ça s'appelle l'occultation. Ça s'appelle l'occultation et l'effacement de traces parce que l'oppresseur n'a aucun intérêt à ce que des réalités qui vont venir questionner sa manière de faire et de dominer ou d'oppresser un peuple a été faite. Donc occulter des réalités, ne pas les faire émerger, ce sont des mécanismes qui participent d'un pouvoir colonial et puis néocolonial. On le voit dans d'autres domaines, c'est effacer toute trace possible. J'en ai un d'exemple qui nous a été d'ailleurs rapporté par Sudel Fuma, qui consiste à un moment donné à attribuer à des esclaves affranchis des noms et des prénoms ridicules, de manière à les retracer dans l'histoire et pour que le colonisateur sache pertinemment que cette personne-là était un esclave et que si jamais l'abolition de l'esclavage ne fonctionne plus, il puisse récupérer son ancien esclave. Donc c'était ça qu'il y avait dans la tête. Et puis le deuxième niveau, là, c'était d'attribuer des noms et des prénoms tellement dégradants ou tellement ridicules qu'ils allaient porter dans leur histoire et jusqu'à aujourd'hui la trace et l'empreinte de leur humiliation, de leur non-dignité d'humain parce qu'ils ont été nommés par le colon, c'est-à-dire le propriétaire. Même ton nom que tu portes aujourd'hui, eh bien c'est moi qui te l'ai attribué et tu ne vaux rien. Et ça c'est extrêmement aliénant pour quelqu'un qui veut se libérer. Donc la terreur, telle que Sudel Fuma ou dans les résurgences de peur dans la Réunion, ça repose sur des mécanismes comme ça, d'aliénation mentale, d'occultation, d'effacement de traces, qui mettent les Réunionnais dans des situations extrêmes, des situations de malheur intenses, qui fait qu'ils ont du mal à se projeter ou à s'associer entre eux pour lutter même aujourd'hui contre l'oppresseur. Donc on est encore dans des schémas comme cela aujourd'hui. Alors, quand Madeleine dit qu'on a du mal à s'associer, c'est grave ça, parce qu'aujourd'hui, parce que quand nous, on a besoin à La Réunion de développer La Réunion pour créer beaucoup d'emplois, pour que nos enfants restent ici, pour qu'on ne soit pas remplacés, qu'à terme, il n'y ait pas d'extinction démographique des Réunionnais. Je vous rappelle qu'il reste
36% de Kanaks en Nouvelle-Calédonie, 70% de Polynésiens en Polynésie, et ainsi de suite. Dans tous les Outre-mer, il y a une véritable extinction. Bon, je voudrais dire, pour créer des entreprises, il faut que vous ayez une certaine taille. Vous connaissez, vous êtes chef d'entreprise, M. Coindin. Et ça s'appelle, en management juridique, ça s'appelle l'affectio societatis. C'est votre capacité à vous mettre ensemble pour atteindre une taille critique qui maximise votre chance de créer un business pour que ça marche, pour vous-même, pour vos employés, pour que ce soit fort. Et si vous avez peur de l'autre, parce qu'en vous, on a ancré un jour une terreur qui notamment vient de cet épisode absolument dramatique pour nous en 1811, où il s'agissait quand même d'aller couper la tête à 15 êtres humains aux 5 coins de l'île pour bien faire comprendre à la population, si ça, tu bouges les morts. Mais aujourd'hui, c'est dramatique. Si nous n'arrivons pas à dépasser ça aujourd'hui, nous n'arriverons pas à développer notre pays demain, nous sera remplacé dans une génération et demie, dans 2 générations et demie, nous va disparaître d'un point de vue démographique. C'est ça qui est important. Donc si je me comprends bien, il faudrait qu'on utilise ce qui s'est passé dans cette période-là, enfin dans tout ce passé esclavagiste-là, pour pouvoir sortir le meilleur de ce que nous pourra faire aujourd'hui. Absolument. Mais encore faut-il que il y ait le courage en nous, en chaque réunionnais, descendants d'esclaves pour la plupart et descendants d'esclavagistes pour la plupart, de regarder les choses en face. Nous ne sommes pas responsables du passé, mais si nous oublions ce qui s'est passé dans le passé, on va recommencer. D'accord? C'est pas moi qui dis ça. Donc, il faut quand même qu'on ait un regard honnête envers nous. Écoutez, c'est pas de votre faute. Ce qui s'est passé, c'est pas de notre faute. D'accord? Mais aujourd'hui, il faut regarder le passé pour aller vers de l'avant. Et ce qui n'est pas bon, c'est que beaucoup veulent cacher ce passé. Et comme disait Madeleine, c'est une tradition de cacher, parce que ben, c'est pas bon. Écoutez, je suis d'accord quand quelqu'un disait que l'abolition de l'esclavage a libéré les esclaves, mais a libéré les maîtres aussi de leur situation d'oppresseur. Oui, voilà. Cette période de 1810, on ne l'avait pas entendu, moi-même je ne le connaissais pas, cette période-là. Moi, je viens de l'apprendre avec vous ici même. Ça m'a fait plaisir de savoir qu'il y a des choses qui ont été passées et qu'il faut qu'on retienne des leçons de ça. Là, et François a peut-être quelque chose à rajouter là-dessus. Il y a eu un film fait par William Cali sur cet épisode-là. Dans lequel tu as utilisé des images pour le film qu'on a vu tout à l'heure. Moi, j'ai eu l'autorisation, on a eu l'autorisation. Merci Cali, encore une fois, merci William Cali. Merci vraiment de filer à nous les images. Bon, j'espère qu'on a fait un bon usage avec. La preuve, c'est qu'il arrive là, nous en train de cause de ça, et donc 2 autres films aussi, parce qu'elle était courageuse, ça qu'on l'a fait. Et moi, j'aimerais que toute réunionnais, il regarde au moins une fois ce film-là. D'accord. Peut-être on va demander à Ali de passer un coup sur voilà, pas chez nous, sur Canal Austral. Comme ça, tout le monde va voir Ali. Voilà. En tout cas, vraiment, merci pour les images que vous avez passées à nous. Et merci beaucoup d'être là, tout le monde, ce soir. Parce que, oui, Patricia. Oui, pour cette période, quand même, de vagues souvenirs, parce qu'effectivement, on n'est pas spécialiste non plus, mais il semble moi, quand même, c'est la période où la France, le Bourbon, donc comment dire, elle est en concurrence avec l'Angleterre pour la colonie. Et effectivement, aussi bien du côté des colons, des petits colons, certains ils trouvent là peut-être, avec les Anglais, la possibilité d'échapper à cette condition de petits blancs. Et c'est là effectivement la terreur aussi sévère autres, parce que Nana comme une sorte tout simplement, il chasse ce blanc qui veut devenir soldat pour l'armée britannique. D'accord. Alors, petite conclusion avant qu'on finisse. Moi, je voudrais faire une petite conclusion avant qu'on finisse. Parce que quand cette émission-là sera diffusée, elle est diffusée là actuellement, beaucoup de gens vont réagir. Et les gens qui vont réagir là, c'est pas bande de monde qui ça regarde à nous qui va dire « Ah oui, 1810, peut-être que les lois intéressent pas nous », mais c'est plutôt des historiens, des gens qui ont fait des études, la partie rodée un petit peu partout, là, qui va dire nous comme ça, mais qui ça nous pour parler de cette période-là ici. Mais nous disons que si toi tu veux parler de tout ça, vous êtes la bienvenue. Si seulement tu appelles à moi, tu peux aller chez Canal Austral, puis tu connais où ça faut appeler, et puis tu viens ici, et puis tu expliques à nous soit votre version, ou soit sinon la continuité de cette histoire-là. Ok?
On fait comme ça. Bien sûr. En tout cas, merci tout le monde. Nous avons François, nous avons Madeleine, nous avons Patricia avec nous, puis nous avons Philippe Cadet avec nous ce soir dans cette émission Zigzag. Et bien sûr, nous avons Jean-Claude. Bien, Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne. Merci beaucoup tout le monde. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. À bientôt.